Bonjour tout le monde, bienvenue à cette émission. Aujourd'hui, nous avons avec nous une personne qui fait un doctorat en informatique et il a un intérêt très marqué pour l'intelligence artificielle. Il est gestionnaire depuis plus de 20 ans et il a son propre show qui s'appelle le Colin Show. Bonjour Colin, comment vas-tu? Bonjour, ça va bien toi? Ah oui, ça va très bien, merci. On va commencer en parlant de ta chaîne YouTube. Alors, ça fait combien de temps que tu as ta chaîne YouTube? Ça fait à peu près un mois et demi. Donc, on a commencé l'aventure, là, je vous dirais, là, fin juin, si je ne me trompe pas. Même pas, en fait, peut-être même en juillet. J'ai pas la date exacte. Donc, ça fait quelques semaines là, qu'on roule quelques épisodes et puis qu'on fait un peu de bruit sur l'Internet pour éveiller les consciences, si on veut. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ta propre chaîne? Parce que on sait très bien que tu fais un peu dans l'information, comme les médias. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça dans la vie? Bien, à la base, je n'avais pas vraiment idée d'avoir une chaîne, un podcast, si on veut. Je me suis intéressé au podcast simplement parce que lorsque je regardais un peu toute la saga du coronavirus, j'ai senti que j'avais quelque chose à dire là-dedans. Je regardais un peu les médias, je regardais un peu ce qui se disait, l'information qui circulait. Et par moments, j'étais un peu, je vous dirais, pas désespéré, mais ça me laissait un peu sur ma soif. Je me disais, il y a quelque chose qui se passe. Les gens doivent être mieux informés sur la question du coronavirus. Donc, j'ai senti le besoin, là, justement, de communiquer des informations qui étaient pertinentes parce que je trouvais là, que j'avais peut-être un rôle à jouer là-dedans. Qu'est-ce qui m'a inspiré? Donc, c'est sûr que des gens comme Alexis Trudel, donc en regardant que le travail gigantesque que M. Trudel fait, donc ça m'a inspiré à la base. Donc, les gens comme le studio, ou bien les gens comme Trotta en France, donc Silvano Trotta. Donc, ces gens-là, quand même, m'ont inspiré. Donc, quand j'ai commencé à les regarder un peu, puis à un moment donné, je me suis dit, je pense que donc j'aimerais peut-être aider un peu la cause parce que je pourrais peut-être aider, donc communiquer des informations pertinentes au grand public. Tu dis que tu fais un doctorat en informatique cognitive. Ouais. Qu'est-ce que ça fait, ça, vraiment? En fait, le doctorat en informatique cognitive, c'est le mariage entre, si vous voulez, la technologie, donc tout ce qui est technologie, que ce soit au niveau des applications, et donc la question de la cognition au niveau humain. Donc essentiellement, ce qu'on essaye de faire dans ce programme, on essaye de mettre en branle des systèmes qui résonnent, donc c'est-à-dire d'aider la machine à penser, si on veut. Donc je le dis d'une manière très très simple, mais donc en faisant justement l'agencement de la technologie et de ce qu'on sait sur les mécanismes humains de raisonnement. Donc, on arrive justement à produire, donc à créer des machines qui sont capables de faire un travail là, qui est beaucoup plus avancé que des fois même ce qu'un être humain pourrait arriver à faire. Comme par exemple en imagerie médicale, aujourd'hui vous avez donc des machines, des applications qui sont en mesure de lire de l'imagerie médicale de manière beaucoup plus efficace qu'un être humain. Par exemple, et détecter des cancers, même que certains spécialistes n'arriveraient pas à détecter. Donc c'est un peu ce qu'on fait. Donc c'est un champ, c'est un nouveau champ d'expertise. C'est très large. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Donc c'est nouveau aussi. Mais donc si on veut résumer, donc c'est l'agencement donc de ce qu'on appelle la cognition, donc les mécanismes de cognition humains qu'on transitionne donc dans des machines pour que la machine puisse utiliser une certaine logique qui ressemble à celle d'une logique humaine. Tu dis avoir une perspective holistique qui rompt avec la pensée unique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ce que ça veut dire, c'est qu'en science, lorsque vous prenez position, c'est que vous prenez position en vertu de d'autres positions. Donc souvent, ce que vous regardez, par exemple, lorsque vous regardez les médias, vous regardez quelqu'un vous donner son opinion sur un sujet, les gens ont tendance à vous donner une position et à la considérer comme étant la seule et unique position, celle qui est absolue. Alors qu'en réalité, en science, vous avez plusieurs positions. Par exemple, sur la question du masque, vous avez des chercheurs qui sont pour, comme vous avez des chercheurs qui sont contre. Mais vous avez aussi des chercheurs qui sont carrément entre les deux. Donc, ma perspective holistique, c'est de dire que j'essaie d'avoir une perspective, de donner une perspective aux gens qui les permet d'avoir là le point sur tout ce qui se dit sur une question. Mais aussi
j'essaie aussi d'aller au-delà d'une dimension unique, comme par exemple la dimension politique. Donc en ce moment, ce que vous voyez dans les médias, ce que vous entendez dans les radios, souvent est orienté d'une manière politique, c'est-à-dire qu'on essaye d'influencer la masse pour qu'elle pense d'une certaine façon parce on veut favoriser des votes, on veut favoriser des positions. Mais j'essaie, lorsque j'étudie un phénomène, donc lorsque j'explore un phénomène, j'essaie d'apporter plusieurs perspectives. Donc que ce soit au niveau politique, mais aussi au niveau de la santé publique, au niveau de la croissance, au niveau de notre taux de natalité, au niveau psychologique. Donc j'essaie vraiment de faire le tour pour qu'on puisse avoir une bonne idée du phénomène qu'on discute finalement. Ton approche te veut factuelle et orientée vers la science. Pourquoi cet intérêt pour la science? Ben, je pense que la science, c'est ce qui nous permet là, de nous en sortir de plusieurs problèmes, de se sortir de plusieurs problèmes. C'est-à-dire que si vous discutez, vous voulez débattre de certains sujets, vous voulez prendre certaines décisions, et comme vous voyez, aujourd'hui, on a des grandes décisions à prendre. Si vous voulez prendre des décisions, vous êtes mieux de prendre ces décisions-là à partir de faits, à partir de statistiques, des choses qui sont objectives. Versus, on voit des gens souvent donner leur opinion sur plusieurs choses, mais si vous n'avez pas de faits, vous n'avez pas de statistiques pour les prouver, pour appuyer votre position, comment est-ce que je sais que c'est la bonne position? Comment est-ce que je sais que c'est la bonne direction, la bonne orientation? Donc, tout ce que j'avance, j'essaie d'avancer ce que j'avance basé sur mes résultats de recherche. Donc, comme par exemple, au moment où on se parle, il y a la question du masque pour les enfants. Ben, la recherche démontre qu'au niveau du masque pour les enfants, il n'y a pas de résultats probants. Il n'y a rien qui prouve que les enfants qui portent le masque, c'est une chose qui est favorable et ça va améliorer, si vous voulez, ou en tout cas, ça va empêcher la propagation du virus du corona. Les recherches ne sont pas très, très claires là-dessus. Donc, pour ma part, je n'aurai jamais une position ferme là-dessus parce que les recherches ne sont pas probantes. Donc, c'est un peu ce que je dis, c'est qu'avant d'avancer des positions, on veut se relayer, on veut quand même s'appuyer sur une science. Et si la science n'est pas exacte là-dessus, ben à ce moment-là, ben, on va émettre des opinions, mais avec des bémols. C'est ça, puis on peut aussi débattre pour justement essayer justement d'approfondir sur l'idée et non pas de dire on a une seule idée puis on a la vérité exactement. Absolument, absolument. Si on revient un peu à ta chaîne YouTube, on a toujours nos capsules préférées. Toi, dans ton cas, quelle serait ta capsule qui vraiment t'a fait connaître du grand public? Ben c'est difficile à dire parce que, à te dire franchement, dès la première capsule, on avait déjà réalisé que les gens aimaient ce qu'ils voyaient, les gens aimaient ce qu'ils entendaient. J'essaie de pas trop m'attarder, si tu veux, au succès d'une capsule ou d'une autre, parce qu'à chaque fois que je fais une capsule, c'est parce que je m'intéresse au sujet que je couvre. Donc, je sais que la capsule, par exemple, celle sur Bill Gates, donc il a acheté le globe, donc c'est une capsule où je démontre que Bill Gates a des intérêts à l'OMS. Et l'OMS, on le sait, l'OMS dicte un peu là, les procédures en matière de santé publique sur le globe. Et les gens se sont beaucoup intéressés à cette capsule-là. Tant mieux, mais j'espère toujours, lorsque je sors une capsule, que les gens vont écouter. Donc, est-ce qu'il y a une capsule que je préfère plus qu'une autre? Je vous dirais pas vraiment. Je les aime tous, je les aime tous. Mais c'est beau, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est comment les gens réagissent. Et comment est-ce que ces capsules-là aident justement les gens à se faire une position claire sur la question? Donc, est-ce que après avoir regardé ma capsule, est-ce que les gens sont clairs sur, par exemple, la procédure au niveau des décès du coronavirus? Donc, j'ai fait une capsule, par exemple, où je parle donc, de la procédure qui a été émise par l'OMS à tous les pays, où on explique aux différents pays comment est-ce qu'on va calculer les décès ou comment on va déterminer les décès coronavirus ou pas. Donc pour moi, c'est important que les gens comprennent. Et une fois que les gens ont compris, lorsque je lis les notes, donc les commentaires sur YouTube ou Facebook, lorsque je réalise que les gens ont vraiment compris, ils comprennent vraiment ce que j'ai exprimé, pour moi, c'est là où c'est là où je tire ma satisfaction. Mais à part ça, donc le nombre de views et compagnie, bon, je veux dire, si une capsule, il y a beaucoup de views, il y a beaucoup plus de views sur une capsule ou une autre, tant mieux, mais c'est pas quelque chose qui m'excite. Je me lève pas le matin pour me dire « Oh mon Dieu, j'ai beaucoup plus de views sur une capsule ou une autre ». Que penses-tu du travail du gouvernement québécois par rapport à la crise sanitaire?
Je suis perplexe. Je t'avoue que je suis perplexe. Je regarde le comportement de Arruda, par exemple, qui semble se prendre pour une espèce de grand Manitou qui dicte un peu à la province quoi faire et comment vivre. Et je suis perplexe parce qu'on n'aurait jamais vu ça, ne serait-ce qu'il y a 5 ans, par nos dirigeants. Là. Donc, Puis c'est pas une personne du gouvernement, excuse-moi de t'interrompre. non, c'est ça. Mais c'est parce qu'au moment où on se parle, Arruda fait partie intégrale des décisions gouvernementales. Définitivement. Des fois, on a l'impression qu'il remplace même Legault. Donc, je suis perplexe et je me pose beaucoup de questions sur leurs intérêts, leurs intentions. Des fois, Legault et Arruda me donnent l'impression qu'il y a d'autres personnes en arrière-scène qui tirent les ficelles. Et d'autant plus, ce qui m'inquiète, c'est que l'opposition, donc là, ils sont un petit peu plus présents de ce temps-ci, là, donc s'opposent un petit peu plus. Mais ce qui m'inquiète, c'est que dès le début de la crise, on n'a pas vraiment vu l'opposition se manifester. C'est-à-dire qu'on a un Arruda, un Legault qui émettent certaines procédures, qui parlent de certaines choses qu'ils veulent faire, donc des décisions. Et là, j'entends rien de l'opposition, j'entends rien du monde artistique même, personne rouspète, personne pose de questions. Ça m'inquiète. Donc, en termes de performance, qu'est-ce que je pense de la performance du gouvernement? Je vous dirais que je suis extrêmement perplexe. Et justement, par rapport à ça, qui crois-tu sont les acteurs principaux de cette pandémie? Je pense que la pandémie en ce moment est fortement politique. Donc, elle a été politisée. Et vous avez par exemple les grands pharma décidément qui sont là-dedans. Donc vous le voyez, il y a une course par exemple à la création d'un vaccin pour le COVID-19. C'est-à-dire qu'on le sait que celui qui va apporter le vaccin qui va être concluant, vous comprenez la somme d'argent que ces gens-là vont gagner parce que c'est un vaccin qu'on va vouloir distribuer sur tout le globe. À mon avis, ça va probablement venir directement ou indirectement des Gates, mais bon, on verra qu'est-ce que le futur nous réserve. Mais donc les pharma, décidément, l'OMS, donc on sait que l'OMS qui est derrière l'OMS, donc un des grands contributeurs de l'OMS c'est Bill Gates, mais l'OMS, aujourd'hui au moment où on se parle, l'OMS fait office de divinité sur le globe, c'est-à-dire que ce que l'OMS dit est vérité, alors que l'OMS se trompe régulièrement, donc de mois après mois. Regardez ce qui est arrivé avec l'article du Lancet sur la chloroquine. Ils se sont trompés royalement, mais bon, c'est pas grave. Donc, à part les pharma, vous avez les grands de ce monde, évidemment. Donc, les milliardaires de ce monde en arrière-scène, donc tirent les ficelles. Maintenant, le problème, c'est que on n'a pas toute l'information. Donc, vous voyez un peu les nouvelles sortir. On sait qu'il y a des choses qui se trament. Dernièrement, on vient de découvrir que les Desmarais avaient des intérêts donc à l'Institut de cardiologie de Montréal ou quelque chose comme ça. On vient d'apprendre encore qu'on est en train de vendre nos données de santé, mais tout ça, ça sort par hasard. Donc, c'est pas que le gouvernement a décidé de nous en informer, ce sont des choses qui sortent ici et là. Donc, on voit qu'il y a différents acteurs et ce qui est inquiétant dans toute cette histoire-là, c'est que les acteurs qu'on voit qui sont manifestés, en fait, qu'on découvre, c'est pas des acteurs qu'on avait prévus. Donc, c'est pas des gens qu'on dit « Ah, on s'attendait à les voir. » Donc, on s'attendait à avoir un Bill Gates en arrière de l'OMS qui tire les ficelles. Donc, ça devient inquiétant parce qu'on sait qu'il y a des acteurs là-dedans, il y a de l'argent qui se trame, il y a des transactions qui se trament et évidemment, donc, le peuple, le grand public n'est pas au courant de tout ça. Concernant justement les manifestations, les gens commencent à se lever. On peut le voir. On a vu la grosse mobilisation qu'il y a eu à Québec, celui qu'il y a eu à Montréal. Une chose que j'ai remarqué, Colin, c'est qu'il y a très peu d'ethnies d'immigrants ou de gens de la communauté haïtienne ou jamaïcaine. Est-ce qu'il y a une raison à ça? C'est très difficile, c'est une question difficile parce que, bon, dans un premier temps, il y a une question de proportion aussi. Donc, on n'a pas 3 millions d'immigrants au Québec. Donc, la communauté haïtienne représente donc 250, 300 000, donc la communauté jamaïcaine, donc, bon, je ne me rappelle pas du chiffre exact, mais on n'a pas une très grande proportion d'immigrants nécessairement au Québec. Donc, c'est un peu normal que vous allez arriver dans une manifestation, donc sur 2000 personnes, vous n'allez pas vous retrouver avec 1000 immigrants. Donc, c'est une question de proportion. C'est ça, ça va avec le ratio. Ça va avec le ratio. Par contre, c'est sûr que j'aurais aimé voir les immigrants s'impliquer un petit peu plus dans cette question du masque parce qu'on est
on est dans une situation humanitaire. Donc, demain, ça se peut qu'il soit trop tard. Donc, demain, il est possible que les mesures soient tellement serrées qu'on soit carrément dans une dictature et on ne pourra absolument rien faire parce que les mesures vont être tellement serrées. Vous allez avoir la police, vous allez avoir donc un contrôle excessif de la population. Donc, on a intérêt à ce que tout le monde participe, à ce que tout le monde commence à se réveiller puis à réaliser que bon, mais là, il va falloir qu'on dise au gouvernement Legault, assez, c'est assez, t'en as un petit peu trop fait à ce stade-ci. Donc, pourquoi on ne voit pas plus d'immigrants, pourquoi on ne voit pas plus d'Haïtiens, Italiens donc dans ces manifestations-là? Je ne sais pas, mais je pense qu'on a intérêt justement à interpeller ces groupes-là pour qu'ils participent davantage. Et aussi, on a intérêt aussi peut-être à expliquer davantage, là, donc c'est quoi le défi, donc c'est quoi le défi qui nous attend et c'est quoi l'urgence. Donc j'ai l'impression que tout le monde n'est pas au courant de l'urgence. Donc on parle d'Italiens, d'Haïtiens, mais même au niveau des Québécois, là, il n'y a pas... Je veux dire, c'est pas comme si on a 20%, même 30% de la communauté québécoise, des Québécois qui voient l'urgence d'agir. Donc vous avez une infime partie de personnes qui réalisent qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc je pense qu'en réalité, ce qu'on voit en ce moment, c'est qu'on voit que la population ne réagit pas encore assez, mais on commence déjà à voir. Donc de plus en plus, là, on voit que les manifestations, on a beaucoup plus de personnes qui participent. Donc, on voit qu'il y a plus de personnes qui se réveillent, même sur les réseaux sociaux. Là. Donc, vous voyez, donc, en l'espace d'un mois et demi, donc je suis rendu à 15 000 abonnés. Donc, ça veut dire que les gens se réveillent, donc les gens veulent s'impliquer. Donc, je pense que c'est un problème général. Donc, je verrais pas ça comme une espèce comme un problème qui soit communautaire. Donc, je pense que c'est vraiment général. C'est qu'on doit travailler à ce que tout le monde, à ce que le plus de personnes se réveillent là, et commencent à réaliser qu'il y a quelque chose qui se passe. Et voilà. Puis, merci beaucoup pour ton beau travail parce que je sens qu'à toi tout seul, tu réveilles beaucoup de conscience. Ça, merci beaucoup. Pour terminer, Colin, quel message positif que tu enverrais aux gens qui nous regardent? Écoutez, je pense qu'on est dans un moment critique, on est à la croisée des chemins. On a vu des films où l'histoire, donc les gens ont eu l'occasion de changer l'histoire, donc que ce soit les gens qui regardent des films comme à la Malcolm X, donc des films là, sur l'histoire du Moyen-Âge et tout, ce qu'on a vu, donc des gens là, qui ont se porter dans des volontaires pour poser des actes pour changer l'histoire. Aujourd'hui, on a l'occasion, chacun d'entre nous, chaque Québécois a l'occasion de changer l'histoire. Ce qui se passe en ce moment va déterminer notre futur. Si on arrive à renverser un peu toutes ces mesures sanitaires et on arrive à justement revenir à une situation normale, bien, on va protéger nos enfants, on va permettre justement aux prochaines générations d'avoir une vie normale. Versus si on n'arrive pas et si on laisse les choses continuer comme elles sont, on va sombrer là, dans une dictature. Et donc, chaque individu, au moment où on se parle, donc les gens qui nous regardent, chaque personne a l'occasion de changer l'histoire. Et les gens ne comprennent pas, mais souvent qu'une personne dans une manifestation fait une différence. Une personne qui s'abonne à ta chaîne, à ma chaîne, pour nous permettre justement de porter notre voix un petit peu plus loin, fait la différence. De sorte que si une manifestation, vous avez 5000 personnes qui se présentent, si vous avez une autre manifestation, vous avez 50 000 personnes qui se présentent, mais la manifestation à 50 000 personnes, le message va porter beaucoup plus haut, va porter beaucoup plus loin. Vous avez un gouvernement qui va davantage écouter ces 50 000 personnes que les 2-3 000 personnes qui manifestent. Donc, vous pouvez faire la différence là, justement en vous présentant dans des manifestations comme ça. Donc, je vous dirais, c'est un sentiment quand même qui est assez fort de savoir qu'on peut changer les choses. Et un jour, peut-être que les gens, donc vos enfants vont pouvoir dire, ben, ma mère y était, mon père y était. Mon père a fait partie là, justement des gens qui ont changé les choses et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on vit comme on vit aujourd'hui. Donc c'est extraordinaire de pouvoir changer les choses parce que ces moments-là ne se présentent pas dans l'histoire là, donc tout le temps comme ça. Là. Alors si je comprends bien, tu invites les gens à s'impliquer et à venir manifester avec nous. Alors le message est passé. Merci beaucoup Colin pour cette belle entrevue. Merci. Alors je vous remercie beaucoup d'avoir été là et je vous dis à la semaine prochaine.